Bonjour, je suis Christelle Caziez, éveilleur de conscience. Voici mon index ABC. J'étais en train de discuter juste avant avec Christelle justement parce que tout est au masculin dans la manière dont elle se présente et il y a peut-être une explication particulière, on va voir ça. Bonjour Christelle. Bonjour. Merci d'être là. Éveilleur de conscience et pas éveilleuse, magnétiseur et pas magnétiseuse. Il y a une raison ? Oui, elle est presque intuitive. Je ne m'étais pas posé trop de questions, mais c'est en m'installant dans ce métier que je me suis rendu compte que le féminin n'était pas encore tout à fait abouti, surtout dans ces titres-là. Et sur Internet, on ne va pas chercher une magnétiseuse, par exemple, on va chercher un magnétiseur. Donc c'est dans ce sens où j'utilise le masculin pour trouver ma place et atteindre les gens. Alors vous dites, le féminin n'est pas très abouti dans ce secteur-là, oui. alors que 80%, ou même plus, même 90% de ceux et celles qui consultent sont des femmes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais même une femme aura tendance à les taper magnétiseur. C'est vrai. Alors, vous savez quoi ? Vous m'apprenez le truc et c'est pas faux. Eh bien, écoutez, donc bienvenue, cher éveilleur de conscience et magnétiseur. Alors évidemment, on va parler de votre parcours de vie, de votre expertise, la manière dont vous allez pouvoir accompagner ceux et celles qui vous regardent aujourd'hui. On a créé l'index justement pour connaître l'énergie qui se dégage de vous au travers de votre histoire. Et on le dit, avant de choisir un thérapeute, un coach ou un accompagnant de vie, il est bon de connaître évidemment son parcours de vie. Oui. Et vous avez cette phrase d'accroche que je trouve assez éloquente qui dit « Être libre demande un certain courage ». Oui. Ce courage-là, c'est aussi de s'installer sur les canapés et de venir se dévoiler. Complètement. C'est un vrai exercice où je me félicite d'être là. Avant même de commencer, je suis déjà fière de ce que je suis, d'avoir pu le faire, d'avoir eu le courage de le faire. Ça peut paraître, quand je regardais les autres qui passent là avant, je trouvais ça c'était génial de regarder ce qu'ils faisaient. Et j'avais aucune idée que j'étais capable de le faire moi aussi. Et puis, j'ai écouté quelques intuitions, quelques instincts, et je me dis, toi aussi, tu peux le faire, en fait. Et j'ai déconstruit mes mécanismes défensifs qui m'interdisaient de faire ça, mais ça va pas, tu te prends pour qui ? Et puis voilà, je suis là. C'est toujours pareil, c'est cette fameuse légitimité, ce syndrome de l'imposteur dont on parle régulièrement. Vous l'aviez ? Ou complètement, je l'ai même encore parfois, oui. C'est un réel combat du quotidien, de lutter entre la voix du cœur, la voix de l'instinct et ces mécanismes défensifs qui font que je me limitais jusqu'à présent comme beaucoup d'humains. Pourtant on dit, et vous êtes bien placé en tant que médium, et lorsqu'on parle de la libération émotionnelle, des guidances, etc., de l'éveil, vous avez quand même le contact direct avec les instances. On a dû suffisamment vous souffler là-haut, d'y aller, quoi. Oui, on me l'a soufflé à partir du moment où j'ai bien voulu écouter, j'ai pu agir. C'est que j'ai pu être guidée bien avant, mais je m'interdisais d'écouter ces voix-là. Ces instances-là, comme vous dites. Ouais. Ces instances. Ouais. Alors donc, il y a autre chose, et moi j'aime bien aussi révéler les petits échanges qu'on peut avoir avant de commencer l'enregistrement de ces émissions. Il y a le mot médium. Ouais. Et ce mot médium-là, vous m'avez dit, et cette phrase m'a interpellé aussi, vous m'avez dit « je le dis plus trop ». Oui, parce que ça fait peur. Quand, vous pensez que ça effraie encore ? Je le vois autour de moi, oui. Bon, ça dépend à qui vous vous adressez en même temps. Eh bien, des personnes qui ne sont pas de mon public, qui ne sont pas forcément clients. Et les gens à qui sont clients de ce que je suis, de ce que je fais, ça les effraie pas. Au contraire, c'est ce qui les attire. Mais dans mon quotidien, c'est pas comme ça que je me présente. Je vais pas parler même éveilleur de conscience. Je le dis là parce que je suis ici pour m'afficher comme je suis, mais c'est un mot que j'utilise pas dans mon quotidien. Je le dis pas. C'est comme si il y a encore une part de moi un peu de manque de légitimité, de honte de s'afficher sous cette étiquette-là. Jusqu'à la honte. Ouais, oui, je peux avoir parfois, de par mon parcours de vie, je peux avoir parfois on va revenir, encore honte de ce que je suis devenue et me dire mais non, j'étais pas cette fille avant. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis devenue ça et pourquoi et comment sans formation, c'est inné en plus, c'est quelque chose qui s'apprend pas dans les livres. Il faut un sacré courage pour se révéler sous cette étiquette-là, quoi. Alors justement, qu'est-ce qui fait, et c'est ça la raison pour laquelle on a créé ces index, c'est qu'est-ce qui fait la légitimité et qu'est-ce qui fait la femme que vous êtes, l'accompagnante de vie que vous êtes aujourd'hui au travers de votre parcours de vie. Et c'est pour ça qu'on a créé ce concept-là.
pour qu'on puisse vous découvrir. Alors, dire de vous, dans votre parcours de vie, que la vie n'a pas été un long fleuve tranquille, Oui, c'est ça. ça coule de sens. Hein. Ouais, ça a complètement son sens, oui. C'est ça. Je crois que c'est... mais tout ce que je vais dire m'appartient à moi, c'est pas des généralités, mais moi je crois que c'est dans la douleur que je me suis révélée, c'est dans les épreuves, les unes derrière les autres, où j'ai passé des années dans ma vie à me victimiser, à me dire mais pourquoi moi, et pourquoi encore ça, et je m'évertue à être quelqu'un de gentil, de quelqu'un de bien, et j'ai encore quelque chose qui m'arrive, et on est encore en train de me limiter, on est encore en train de me dire que ça va pas, mon comportement, etc. C'est depuis la plus tendre enfance. Donc en effet, aujourd'hui, je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir cette richesse de vie dans ce parcours difficile, parce que c'est grâce à toutes ces problématiques, grâce à toutes ces épreuves, que j'ai réussi à aller chercher l'essence même de ce que je suis aujourd'hui, et Dieu sait que je ne suis pas aboutie. Jusqu'à un déclencheur. Un déclencheur, un fort déclencheur. La maladie. La maladie qui est la fracture la plus terrible pour moi, en tant qu'humain, où là, j'ai touché du doigt la mort, en fait, la notion de la mort. Et c'était, si tu changes rien, c'est fini pour toi. Voilà ce que je recevais. Est-ce que lorsque le diagnostic tombe de cette maladie, est-ce que vous avez le recul et la réflexion que vous venez de nous faire Pas du tout. Non, pas du tout. Là, j'en veux au monde entier. C'est la colère qui se présente, et la tristesse, évidemment, et puis cette victimisation de pourquoi moi ? Moi qui m'évertue à être quelqu'un de bien. Et j'étais sûre, j'étais dans mes pensées, dans mes croyances, que j'étais quelqu'un de bien. Et la vie est en train de me dire, je suis pas quelqu'un de mauvais non plus, mais il y avait certaines situations que je devais modifier dans mon quotidien pour m'accueillir pleinement et savoir qui j'étais vraiment, en fait. Ouais, alors d'autant plus que il s'agit pas évidemment de rentrer dans votre intimité, mais quand on sait l'enfance, l'adolescence que vous avez pu avoir, où vous parlez effectivement de l'abandon par vos 2 parents à l'âge de 2 ans, etc., placé en famille d'accueil avec toutes les maltraitances que on peut imaginer, même si évidemment ça n'est pas une généralité dans les familles d'accueil, fort heureusement, mais dans votre cas, vous avez subi ça. Ouais. Et puis ensuite, la maladie à 38 ans, ouais. Effectivement, le pourquoi moi, on se dit ça va, quoi, j'ai donné. Oui, c'est ça. Avoir le sentiment, j'avais vraiment le sentiment, à chaque fois qu'il m'arrivait une épreuve, de me dire ça y est, c'est bon, j'ai donné, le karma, c'est terminé, ça va tourner sur les autres. Et non, ça continue. Et donc, il y a un moment donné où la fracture de prendre conscience que la vie peut s'arrêter, c'est ce qui m'a fait renaître. Voilà, c'est ce qui m'a fait accoucher de moi-même, en fait. C'est la notion de la mort que je n'allais pas toucher du doigt, puisque j'étais à un stade de début, j'étais pas du tout en danger. Mais c'est un cancer que vous avez. C'est un cancer du sein, un premier stade, donc absolument pas d'alarme d'un point de vue médical, mais quand même avec une mastectomie, etc. Donc c'était pas sans conséquences physiques. Et je crois que c'est le fait de devoir m'enlever un morceau de moi qui m'a fait prendre conscience que j'avais oublié ce corps. C'est quand on m'a annoncé que j'allais devoir me faire couper le sein gauche que j'ai pris conscience que j'avais des seins. J'avais un sein gauche, donc j'ai fait connaissance avec ce sein 3 semaines avant qu'on me l'enlève. Et là, j'ai pris conscience de certains chemins que j'avais jamais fait vers moi. Et que j'avais pas fait parce que je m'étais coupée aussi de mon corps depuis la plus tendre enfance pour des raisons de traumatisme également dans l'enfance. Je m'étais clairement coupée de mon corps, je ne m'écoutais pas. Je ne l'écoutais pas, je recevais des signaux qui étaient très forts. Je les ai pas écoutés, et bien voilà. Donc le cancer était pour moi une punition à l'époque. Et aujourd'hui, du haut de mes 47 ans, c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait offert. Quoi. C'est cette phrase que j'ai lue dans la préparation de l'émission, c'est que vous remerciez. Je remercie l'univers, on appelle ça comme on veut. Moi, je remercie la vie de m'avoir apporté cet enrichissement. Alors, je suis obligé, effectivement, parfois de prendre le contre-pied de ça, parce qu'on a tellement reçu de gens sur ces canapés qu'il y a des gens qui ont du mal à entendre ce que vous dites là. J'entends, je comprends. Il y a même des thérapeutes, des accompagnants de vie. Et je pense à quelqu'un qui était là, assise là, qui dit « Ouais, mais enfin bon, ça va. Ok, elle dit merci, mais enfin, il est là quand même. Et le diagnostic est là. Donc, voilà. Vous comprenez que ça puisse être perçu d'une autre manière que... Et je respecte complètement, c'est dans mon prisme à moi que je le vois comme ça, et je cherche pas à convaincre les autres de faire comme moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, et je vais pas m'empêcher d'exprimer comment je l'ai vécu comme une fatalité je me suis victimisée, pourquoi moi, ça suffit les conneries, et là, avec le recul, avec l'éveil de conscience que ça m'a permis à moi, j'ai compris que la maladie était pas là pour me tuer, la maladie était là pour me sauver.
Mais vraiment, c'est aujourd'hui comme ça aussi que j'accompagne mes clients. Le mal est venu m'indiquer qu'il y avait une problématique. Il n'était pas là pour me flinguer, il était là pour me dire si tu veux faire quelque chose de différent, c'est possible. On est juste en train de t'alerter que ce que tu fais là, tu te mets la tête dans le mur. T'es pas sur ton chemin, t'es pas dans ta vérité, t'es pas dans ton authenticité. C'est tout ce que la maladie est venue me dire. Comme je suis pas la première à le dire, le mal est là pour nous dire quelque chose. Eh bien, je l'ai vraiment pas vécu comme ça quand ça m'est arrivé. Mais aujourd'hui, bien sûr que ça a tout son sens. La clarté et la pédagogie avec laquelle, effectivement, vous le dites aujourd'hui, la lucidité avec laquelle vous le dites aujourd'hui, est-ce que vous le dites de la même manière lorsque vous vous retrouvez face à quelqu'un que vous accompagnez? Exactement. Sur le même ton et la même manière de dire? Complètement. Avec même des fois un peu plus de Ah oui. punch, ouais. Ah oui. Ouais, je fais partie de ces gens qui aujourd'hui ont besoin justement d'éveiller la conscience et la maladie n'est pas là pour punir l'humain. Et c'est vraiment ça que je démontre, enfin que je tente de démontrer au quotidien. Je me lève tous les jours pour éveiller la conscience de chaque humain qui rencontre des difficultés et qui croise ma route, donc qui pousse la porte de mon cabinet, pour leur faire croire que pour leur montrer, de par mon histoire, que croire que la maladie est là pour nous achever, nous enterrer, n'est pas qu'un chemin de vérité, quoi. Il y en a un autre, et je les amène à aller voir un petit peu autrement leur chemin à eux, quoi. Donc j'essaye vraiment d'éveiller la conscience de chacun en leur faisant même une espèce d'interprétation psycho-énergétique de la maladie. Pourquoi un cancer, pourquoi un diabète, pourquoi, etc. Donc je creuse avec eux un petit peu d'un point de vue psycho-énergétique l'information de la maladie, qu'est-ce qu'elle vient vous dire. Et c'est là où très 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 souvent je tape dans le mille, quoi. Et je vais chercher les émotions des gens, et quand je leur donne des bribes d'informations de pourquoi cette maladie s'est installée, je les touche, quoi. Je touche là où il faut. Est-ce que vous pensez que justement cette maladie vous donne la légitimité que vous attendiez? Entre autres, ouais. La légitimité, la maladie a été l'inducteur, on va dire, ça a été le précurseur, et après j'ai dû faire un travail là-dessus, moi, pour aussi me sentir légitime. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que je me sens légitime? C'est l'humain que je suis, c'est le retour de mes clients. C'est le retour de mes clients, c'est la satisfaction de chacun qui me donne cette légitimité. Mais quand j'ai ouvert mon cabinet, j'en avais toujours pas de légitimité. Elle se construit jour après jour, et je l'ai pas encore complètement, cette légitimité. J'ai toujours ce syndrome de l'imposteur qui se présente. Bon, en tout cas, vous faites la démarche. Oui, exactement. Et vous cheminez je fais le travail, ouais. Alors évidemment, énergéticienne, et on a le sentiment, et c'est ce qu'on se disait hors antenne, c'est que c'est assez réducteur. C'est-à-dire que, il faut mettre un nom, il faut mettre un titre. Toujours difficile. Quel est l'outil que vous aimez le plus dans votre approche et dans votre accompagnement? Qu'est-ce que vous utilisez le plus une fois que vous avez eu, j'imagine, cet échange, ce premier échange qui est nécessaire pour essayer de cerner la personne que vous avez en face de vous? L'étape suivante, c'est quoi? Quel est l'outil que vous utilisez le plus? Ma voix. Ouais. Ma voix, c'est je parle, et comme si j'étais connectée à quelque chose d'autre que moi. C'est plus l'humain qui parle, c'est autre chose, et j'utilise ce que j'appelle le canal intuitif, donc le canal médiumnique, on l'appelle comme on veut, et je parle à la personne, et je l'explique pas, ça ne s'explique pas, ça va être compliqué de mentaliser cette information-là, mais ouais, j'utilise la voix, donc je parle et je dis des choses que même moi, j'avais pas idée que j'allais dire 5 minutes avant, et c'est un flot d'informations, un ping-pong d'informations entre moi et la personne, et c'est très intuitif, donc je peux pas expliquer. Et le côté très abstrait de ce canal dont vous parlez, effectivement, il avait peut-être besoin d'être rassuré au travers de pratiques que vous avez étudiées. Je parle notamment du Reiki ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus... Ouais. Oui, évidemment, je suis allée chercher de la matière, de la connaissance. Ouais. J'ai fait 2 ans de formation, une année de cursus de naturopathe, par exemple, que je ne pratique pas du tout. J'ai poussé des portes pour aller chercher cette légitimité, et ça m'a permis, le Reiki, en effet, le magnétisme, ça m'a permis d'aller rencontrer des personnes, entre guillemets, comme moi, où je me suis retrouvée. Je me suis dit, je suis pas la seule à être un peu, un peu barrée dans des idées ou des préceptes. Ou, voilà, je me suis reconnue dans d'autres personnes qui avaient ce même chemin que moi, en fait. Et ça a été très rassurant pour la petite fille que j'étais, pour la jeune femme que j'étais, qui était légitime de rien, qui avait plus subi des mauvaises informations qu'autre chose. Et là, j'ai trouvé une vraie légitimité au contact de ces gens-là. Et je continue d'ailleurs à aller au contact de ces personnes-là. Je me sens à ma place et ça me nourrit beaucoup.
Cette médiumnité, elle n'était pas là depuis le début ? Elle est là, pour moi, elle est innée chez chaque humain. Évidemment. Elle est là depuis que je suis petite et je me rends compte aujourd'hui, je me rendais pas compte quand j'étais petite, c'est aujourd'hui, quand je retrace un peu des souvenirs, même quand je regarde ma bibliothèque et que je vois des bouquins que j'ai achetés, j'avais 15 ans, avec mes premiers petits sous d'argent de poche, j'ai acheté des bouquins dont le titre, il y en a un, c'est Communiquer avec le monde invisible. J'avais 15 ans et j'avais même pas idée que ça existait. Et j'étais déjà attirée par ce type de lecture et je l'ai toujours. Et il est pour moi le totem de ce que je suis et il incarne que toute jeune, je l'étais déjà en ignorant complètement. Ça veut dire que vous n'avez pas de souvenir de perception ? En fait, non, j'ai pas de souvenir, comme je dis toujours, comme je ne sais pas ce que c'est que de ne pas avoir ce canal, quand on me dit mais comment on sait qu'on est médium, et je ne sais pas ce que c'est que de ne pas l'être. Donc en fait, tout ce que je vis, tout ce que je ressens, tout ce que je perçois, j'ai un sentiment profond que tous les humains perçoivent la même chose que moi. Donc je ne sais pas ce que c'est exactement que... j'entends des personnes, des médiums, des voyants, et pour moi c'est pas la même chose dans ma définition. Je les entends parler et je fais waouh, ils sont capables d'expliquer ça, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas du tout à mentaliser cette information, c'est inné. Ça ne s'explique pas, et je suis sûre que si j'ai des ressentis et que je vois des choses ou que je ressens des choses, les autres humains en sont capables, ils en sont juste coupés. Ils s'autorisent juste pas à écouter et à voir. Quand vous parlez de médium et vous faites le parallèle notamment avec voyant, vous dites qu'effectivement il y a un delta entre les deux, que c'est pas du tout la même chose. On réduit souvent la médiumnité au contact avec les défunts. Oui, c'est vrai, c'est une définition qui est très réductrice aussi. C'est communiquer avec le monde invisible. Certes, c'est vrai, mais qu'est-ce que le monde invisible pour le commun des mortels aussi ? C'est quand médium, pour moi, être médium, c'est avoir un mode de communication intelligent, supplémentaire à cette communication qu'on peut avoir ensemble. Je peux communiquer avec des vivants, des gens qui sont très présents, et je peux aussi communiquer avec des voix que je ne vois pas. J'entends, je perçois. Clairaudience. Voilà, clairaudience, clairvoyance, voir clair en les gens, être capable de faire une lecture d'une personne et sans jugement aucun, c'est très intuitif en fait. Les gens qu'on sent pas. On est tous à se dire tiens, celle-là je la sens pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a une communication intelligente qui est autre que celle de poser des questions pour savoir si la personne est intéressante ou pas en fait. Et quand vous parlez justement de cette lecture chez les vivants, comme on dit, c'est aussi de la voyance. Lire chez les vivants, c'est de la voyance quelque part, non ? Oui, je sais pas, ça me paraît tellement Comment vous facile. expliqueriez effectivement la différence qu'il peut y avoir entre la médiumnité et la voyance ? Pour moi, la médiumnité est un moyen de communication. La voyance, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je ne me considère pas voyante, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas de définition. La seule chose que je sais, c'est ce que les gens me rapportent de la voyance. C'est, je suis allée voir une voyante, elle m'a dit que j'allais avoir un enfant, etc. Ça, moi, je fais pas. C'est quelque chose qui ne m'intéresse absolument pas. Sauf que donc ça veut dire, mais il y a des gens qui viennent vous voir avec cette problématique, peut-être. Je le dis clairement, je l'affiche même sur mes réseaux, ou sur mon site internet, je ne suis pas voyante. Je ne réponds pas aux questions. Je cible une clientèle certainement par l'énergie que je dégage aussi. Je suis pas la personne qu'on va venir voir pour savoir est-ce que je vais me marier, est-ce que je vais avoir des enfants, c'est quoi le prénom, et est-ce que je dois changer de travail, etc. Je le fais quand j'ai une personne devant moi qui se retrouve avec une problématique comme ça. Mais c'est pas mon corps de métier. Sauf que pas ma mission. Quand vous parlez et c'est dans vos mots-clés, libération émotionnelle, la libération émotionnelle égale libération des blocages. Oui. Le fait notamment, vous preniez l'exemple de est-ce que j'aurai un enfant, etc. Le fait de ne pas arriver à tomber enceinte pour une femme peut aussi venir d'un blocage émotionnel. Exactement. Moi, c'est plus ça qui m'intéresse en fait dans ce mode de communication intuitif qu'est la médiumnité, c'est dis-moi quel est ton problème et on va aller creuser la cause de pourquoi en fait, il est où le blocage, s'il est émotionnel, là je vais pouvoir t'accompagner, je vais pouvoir aller t'apporter de l'information pour aller dénouer ces nœuds, dénouer ces blocages, même si la médecine pourrait dire vous pourrez jamais avoir d'enfant, en effet, si on vous a enlevé les organes, c'est la question est claire, mais c'est juste j'arrive pas à avoir d'enfant, ok. On va aller chercher pourquoi. Je vais pas aller dire à la personne « Ah, mais si, bien sûr que si, tu vas en avoir. » Est-ce que vous pourriez le ressentir ? Oui. Le bien sûr que si ? Je peux le percevoir, oui. Mais je le dirai Donc c'est pas... une forme de voyance.
Oui, peut-être alors. C'est peut-être. une forme de voyance, mais C'est comme si je recevais Effectivement. Oui, l'information, c'est ça. donc Oui, j'entends c'est quelque ça. chose. Oui, C'est comme si j'ai pas idée. En tout cas, si je suis voyante, j'en suis pas informée. oui, bien sûr, bien Je sûr, bien sûr. m'accorde pas ce titre en fait. Ouais. Et c'est juste que j'ai une perception que, comme si cette personne, je pouvais la voir enceinte, et que pour moi, il y avait aucune information contraire dans mon intuition à moi. La personne qui me dit je ne pourrai jamais avoir d'enfant, si c'est ok, ça ok, je valide. C'est ok, je comprends, j'entends et je vais pas chercher à dire le contraire. Par contre, personne qui me dit ça fait 3 ans que j'essaye et j'y arrive pas, je vais finir par arrêter. Ah, ça c'est une information qui vient taper chez moi quelque chose de ah non, n'arrête pas. Et pourquoi t'en es arrivé là? La lassitude et puis la peur de l'échec et puis la responsabilité d'une femme qui crée. Je vais essayer d'aller te dégager de ces responsabilités-là et de ce que ça induit chez toi, peut-être te sentir, toi, honteuse de ne pas être capable, l'humiliation que ça peut être dans ta famille, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Enfin, voilà, je vais plus aller la défaire de tous ces encodages-là pour qu'elle puisse ouvrir le champ des possibilités, quoi. il y a un mot que vous n'avez pas évoqué, le transgénérationnel. Oui, Parce que quand on parle des blocages émotionnels, bien sûr. là on est au cœur. En tout cas, c'est souvent Tout à fait. la raison du fameux pourquoi que vous allez chercher. Oui, oui, on arrive souvent sur les... On arrive souvent sur du transgénérationnel, Oui. pas que. Tout à fait, ouais. Il est très impactant, l'héritage transgénérationnel. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'amène à la conscience des personnes qui me côtoient et qui me consultent en cabinet. C'est leur parler de cette information-là qui est très importante et qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne devine pas. C'est pas écrit, c'est pas inscrit. Mais très souvent, oui, je fais parler de la famille, je fais parler des parents. Est-ce que vous êtes allé chercher le vôtre ? Oui, est-ce que je suis allée chercher le mien avec des personnes qui font ça? Pas forcément. Avec moi-même. Je suis allée en contact avec ma mère qui est là-haut, du coup, et j'ai compris énormément de choses en étant dans cette communication intelligente avec elle. C'était un humain qui a fait un tas d'erreurs, à mon sens, d'humain à moi, en tant qu'enfant, mais en tant que de communiquer d'âme à âme, c'est aujourd'hui un être que je salue, que je remercie. Donc oui, je suis allée lire en elle ses propres blocages, ses propres implants, ses propres limites. Et je veux pas refaire ce qu'elle a eu à faire. Et j'étais bien partie pour refaire un bis repetita de l'histoire de ma mère. Donc j'ai su accueillir ce que j'ai pu recevoir d'elle, quoi. Et c'est un vrai cadeau. Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il n'y ait pas ce schéma répétitif ? J'ai pris conscience que les schémas se répétaient. Donc c'est une prise de conscience que j'ai pu faire certainement en voyant ma propre vie. Et je me suis souvent victimisée de « bah oui, mais les chiens font pas des chats ». Donc oui, j'ai une bonne excuse, moi, d'être dans ce schéma-là. Mes parents ont fait ça. J'avais par exemple très peur d'avoir un enfant, étant moi-même abandonnée, mais pas la seule. Hein. Ma mère biologique a quand même porté 8 enfants, qu'elle a tous abandonnés, mais pas d'un coup. Elle en a fait 3, elle les a abandonnés, elle en a fait 3 autres, elle les a laissés tomber, elle en a refait après. Enfin, elle l'a fait en conscience, mais avec ses limites à elle, la maladie, etc. Mais elle l'a fait, et moi je suis la 5e de 8. Comment ? Je ne sais plus quelle était votre question de Non, base. Moi non plus, parce que je suis tellement subjugué par sur les schémas, les schémas répétitifs. Voilà, quand j'ai vu que ma mère était capable d'abandonner tous ses enfants en conscience et d'en refaire d'autres, je me suis dit, mais moi je dois être à l'époque. Je vais hériter de ça, quoi. Ouais, je vais faire la même connerie. Je vais pas faire des enfants pour faire ça. Et donc, je me rappelle encore à 18 ans dire, moi j'aurai jamais d'enfants. J'avais ce mécanisme défensif pour éviter d'avoir à les abandonner, j'en ferai pas. J'avais cette solution qui était solide. Et jusqu'à un jour, un psychiatre que je consultais à l'époque, je l'ai pas vu beaucoup, mais il m'a servi à ça. C'est la seule information que j'ai retenue quand il m'explique que l'humain réplique un héritage à 60%. Et j'ai compris que j'avais 40% de libre arbitre pour faire basculer l'information. Ce qui est encore beaucoup. Waouh, c'était énorme. Il m'aurait dit 90, 10, j'aurais peut-être pas tenté. J'ai 40% de libre arbitre de moi, je peux renverser la vapeur. Allez, vas-y, on y va. Et c'est comme ça que j'ai pu envisager d'avoir un enfant. Bon, j'en ai eu qu'un. J'ai que ma fille de 19 ans aujourd'hui. Mais c'est pour moi un cadeau que je me suis offert de me prouver à moi-même que
je pouvais faire mieux que ce que j'avais reçu et je ne ferai pas un bis repetita. Alors, je me suis toujours posé cette question-là. Je pense que vous êtes la première à qui je vais la poser parce que je me suis demandé, effectivement, sur ces schémas répétitifs, vous avez œuvré pour que ça s'arrête à vous. Ouais. Et je me suis toujours dit, ça peut pas sauter une génération Si, j'en suis et convaincue. arriver sur votre fille. Oui, j'en suis convaincue. Ce que, évidemment, mon Dieu, Évidemment. je ne souhaite pas. Évidemment, mais ça on peut se peut. poser la question. Bien sûr, parce qu'elle aussi, elle a 40% de libre arbitre pour faire ce qu'elle veut de son héritage transgénérationnel. Mais ça veut dire que l'efficacité du « je casse la chaîne » et ce bis repetita, il n'est pas efficace à 100%? Parce que l'humain a encore une fois ce libre arbitre de faire ce que bon lui semble. Évidemment qu'elle va le faire avec une conscience différente. C'est-à-dire que si demain ma fille avait un enfant et qu'elle venait à l'abandonner, ce qui est un non-sens quand on connaît ma fille, mais ce qui pourrait être le cas pour une raison quelconque, elle le ferait avec une conscience différente de la mienne. C'est-à-dire que elle, j'ai mis à sa conscience que c'était quelque chose qui, elle connaît mon histoire, elle a connu, ça fait 19 ans qu'elle me suit dans la vie, elle sait l'impact que ça a eu sur moi, l'abandon. Donc si demain elle le faisait, elle a le droit. Je n'ai pas la légitimité de lui dire ne fais pas ça, fais de ton mieux. Elle le fera avec une conscience différente de la mienne, en sachant très bien l'impact que ça aura sur ses enfants. Voilà, c'est juste ça que ça peut apporter. J'aime à croire que ce ne sera pas le cas, mais si c'était le cas, elle aurait certainement une moins bonne conscience que ma mère, par exemple. Qui, ma mère, était, à mon avis, loin d'avoir une conscience à ce niveau-là. Quand vous parlez de votre maman, il y a quelque chose aussi qui m'a étonné dans ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous parlez de votre maman en disant « c'est humain ». Oui. Ouais, cet humain-là était... etc. avait ses propres limites, oui. C'est étonnant de parler notamment de sa maman. Alors, que je ne connais pas, je ne la connais pas du tout. Ouais. Donc ça reste un humain avec... quand je dis l'humain, c'est le processus aussi dans lequel je suis aujourd'hui, où je départage l'humain, je dissocie l'humain de l'âme. C'est exactement ce que j'allais vous demander. Voilà, et donc forcément, son âme est pure, comme toute âme de tout humain, enfin j'espère en tout cas. Et l'humain que nous sommes, il est lui impacté par un tas d'héritages, justement. Elle, qu'est-ce qu'elle a engrammé comme information, quelle mémoire cellulaire, quelle transgénérationnelle elle se porte. L'humain qu'elle était, elle a fait comme elle a pu. Mais bien sûr que quand je suis née, jusqu'à 20 ans, 30 ans, 40 ans, je lui en voulais beaucoup. Alors ça aussi, j'entends des choses, et j'entends le contraire de thérapeutes, d'accompagnants, de coachs qui nous disent, et qui me disent dans les émissions, mais croire que l'âme arrive avec toute sa pureté, c'est faux. L'âme arrive engrammée et avec son bagage et avec sa pollution. Oui, j'en suis convaincue aussi qu'elle porte... l'âme en elle-même est pure, à mon sens. C'est les humains qui ont été le véhicule de cette âme, qui, eux, ont fait des actions terrestres qu'elle se doit d'aller... donc qui l'impacte, elle, et qu'elle se doit, elle, d'aller réparer dans une prochaine vie. Donc là, moi, je suis en train de réparer ce que l'humain que mon âme occupait dans une vie précédente a pu faire comme erreur, en fait. Voilà. Donc c'est en effet ce qu'on appelle le karma. Parce que moi, j'appelle le karma, c'est quand quelque chose m'arrive, je dis bon, ok, je viens réparer quelque chose, quoi. Et donc c'est faire monter en vibration mon âme et mon humain. Et je monte en vibration mon humain. Et mon âme me dit merci parce que ça l'allège, quoi. Donc c'est un vrai pacte que j'ai avec elle et je m'évertue chaque jour que Dieu fait de faire de mon mieux pour qu'elle soit, elle, la plus légère possible, quoi. Quand vous parlez aujourd'hui, c'est votre âme qui parle ou c'est l'humain qui porte l'âme? C'est l'humain, c'est ma voix, hein, c'est l'humain, c'est les mots de l'humain, c'est les mots, c'est mes codes, c'est mon enseignement, etc. Mais c'est très clairement guidé par l'âme. Ouais. Si je laisse parler mon humain qui est rattaché pour moi au mental, à l'ego, je parlerai pas forcément de la même façon. Je parle pas de la même façon avec vous sur un sujet comme celui-ci que le soir à l'apéro après 2 verres, quoi. Et toujours avec modération, bien entendu. Voilà. Ouais. Donc l'humain que je suis est un tout autre personnage. Est-ce que l'humain que vous êtes, vous l'aimez? Oui, je l'apprécie aujourd'hui. Chaque jour un peu plus, hein, c'est pas abouti, mais je l'apprécie. En fait, l'exercice que je fais aujourd'hui, de travailler sur moi dans le développement personnel, etc., parce que je transmets, j'enseigne et j'accompagne dans mon cabinet, mais je travaille sur moi, évidemment. Et plus j'avance, plus je marche mon chemin et plus je kiffe la personne que je suis devenue, en fait, très clairement. C'est
Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, je m'apprécie, ouais. Alors, vous formez Ouais. à quoi? Au Reiki, par exemple, Reiki. ouais, au Reiki. Je transmets le Reiki. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je vais pas forcément faire demain, puisque j'ai quelqu'un qui se lasse assez vite de ce qu'elle fait. Déjà, j'ai besoin toujours d'être En mouvement. ouais, voilà, même cérébralement, faut que ça matche, voilà. Et le Reiki, en fait, ça fait pas très longtemps que je le transmets, mais j'y trouve déjà des limites, dans le sens où je transmets quelque chose qui existe déjà. Je ne fais que transmettre une information déjà existante, et c'est ancestralement connu, le Reiki, un peu plus depuis 100 et quelques années. Donc, demain, j'ai envie de transmettre, mais quelque chose qui vient de moi, de mon essence à moi. Mais je ne sais pas encore quoi. Hein. Votre méthode, Exactement. Ma méthode, votre approche, issue de mon essence. avec- de tout ce que vous avez, voilà, toute votre histoire. Quoi. Exactement. Ouais, ouais. Voilà, ça c'est mon Et vous ne projet. savez pas encore quoi. J'attends. Oh J'attends. Oui, je suis pas encore prête. Voilà, mais j'attends. Oui, c'est mon. Je sais déjà que j'ai ça à faire. Mm. Voilà. J'attends d'être prête et d'avoir peut-être l'humain que je suis aussi, d'avoir abouti quelques détails encore et pour me sentir complètement légitime. Écrire. Bien sûr, ça fait partie de mes plans depuis longtemps déjà. Écrire mon livre, mon histoire. Bien sûr. Ça, c'est une grosse étape aussi. Hein. Oui, 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 et je l'ai repoussé jusqu'à présent, certainement parce que c'est un vrai travail de se replonger dans toutes nos facettes, dans tous nos côtés, et c'est un travail qui peut être très bouleversant. Et comme je suis en début d'activité, ça fait, je suis sur ma cinquième année d'entrepreneuriat, au moment où je m'installe, venir m'ébranler, ça me paraît être un non-sens, même si c'est là où je suis le plus authentique, hein, c'est quand je suis dans le cœur. Et aujourd'hui, j'ai pas trop de problématiques à réveiller mes souffrances, mon vécu, parce que c'est celui qui fait que je suis la personne que je suis devenue aujourd'hui, et je suis contente de ce chemin. Mais jusqu'à présent, je l'avais pas encore en conscience, ça. Donc c'est quelque chose qui revient dans mon énergie, l'écriture, oui. Médium, libération émotionnelle, les guidances, le Reiki, le magnétisme, évidemment. Quels sont les gens qui viennent vous voir et pourquoi j'allais dire, en grande majorité, les gens viennent pourquoi? Pour un soin énergétique? Oui, souvent les commentaires que je vais avoir quand ils prennent le rendez-vous, c'est je suis stressée, j'arrive pas à trouver de solution, j'y vois pas clair, je suis perdue. Voilà, c'est beaucoup de ces gens-là. Ceux qui viennent me voir sous mon étiquette de magnétiseur, ça va être une sciatique, j'ai un problème, une douleur, je vais me faire opérer, est-ce que tu peux me mettre un peu d'énergie, j'ai besoin de me rebooster en énergie, voilà. C'est pas tant sur du physiologique pur, c'est très peu, j'en ai, mais très peu. C'est plus sur j'ai besoin d'un boost, quoi. J'ai besoin d'y voir clair et j'ai besoin de boost. Donc oui. Et c'est ce que vous aimez le plus faire? C'est ce que j'aime faire, ouais. C'est là où c'est mon domaine d'expertise, ouais. Ouais. Et effectivement, après vient se greffer autour de tout ça, cette médiumnité évidemment, vient se greffer... qui fait partie intégrante pour moi de la guidance et de la libération émotionnelle. Ouais. C'est je guide, je libère par ce que je dis. Voilà, donc la libération émotionnelle, les gens ne savent pas trop quand ils arrivent chez moi à quelle sauce je vais les manger en fait, hein, mais moi non plus. C'est toujours à l'instinct, je reçois une personne, j'ai aucune idée de ce qui va se passer, si ce n'est que parfois j'entends des choses et tiens, c'est en lien visiblement avec ce qui va m'arriver aujourd'hui, avec les personnes que je vais recevoir, et parfois je peux me surprendre à être soit au réveil avec le café ou sous la douche et à recevoir de l'info déjà, qui me prépare, comme si mon âme me préparait à ce que j'allais vivre en direct. Et quand j'entends la personne, je fais « Ah, merci, ok. Ouais. Je comprends pourquoi on m'a préparé à ça. » C'est ça, il y a un rapport. Ouais, il y a donc un lien. je suis déjà dans la séance, quoi. C'est passionnant en tout cas de vous écouter, Christelle. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, de cet échange que nous avons là? Que peut-être une phrase, c'est si moi j'ai réussi à être là où je suis aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Vraiment. Je suis personne d'extraordinaire. Si ce n'est qu'on est tous des êtres exceptionnels et uniques et des cadeaux du ciel, comme dirait mon mentor. Mais si moi, avec la vie que j'ai eue, je suis capable d'être là, même devant vous, il y a beaucoup d'humains qui sont capables de le faire aussi et qui sont juste bloqués par leurs limites, par leurs propres implants, par la société, par la conscience collective, par les parents, l'éducation. Mais voilà, arrêtons de rêver notre vie. Il est urgent de vivre nos rêves. Et alors, ce qui est assez... ce que je ressens dans l'échange que nous avons là, c'est que chez vous, il y a une sorte de mélange dans la pédagogie et l'approche que vous pouvez avoir avec les gens. J'ai le sentiment que effectivement, il y a
beaucoup de douceur, d'empathie, mais il y a aussi une certaine fermeté. C'est-à-dire que on sent, enfin je sens, Oui, c'est vrai. dans votre façon de vous exprimer, dans votre façon dans votre approche, c'est bon, allez, on va pas chipoter 1000 ans, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Faut y aller. Oui, oui, oui. Oui, et je suis comme ça dans mes séances, et je crois que c'est un des traits qui me qualifie. Et que les gens aiment, pour le coup. Oui, c'est je rentre dedans. J'y vais, c'est bon, on a perdu du temps, là, ça suffit, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, j'y vais. On se réveille, on y va, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Je viens puncher un peu la personne et lui dire, bon, tu veux quoi? Tu veux rentrer chez toi et tu restes dans ta merde, ou on y va ensemble, c'est ok. Oui, mais ça me fait peur. Et tu crois que ça me fout pas non plus les boules, moi, d'avoir marché mon chemin? Voilà, donc oui, en effet, j'ai cette rage en moi qui est induite par tout mon parcours, où on a été très dur aussi avec moi, où on a attendu de moi des résultats beaucoup, et j'ai été cette petite dont on n'a pas voulu dès l'enfance. Enfin, évidemment, j'ai déconstruit tout ça, mais donc j'ai vécu énormément de rejets, d'exclusion, d'abandon, etc. Aujourd'hui, moi, les personnes qui se rejettent elles-mêmes, elles viennent vibrer chez moi quelque chose qui est l'histoire de ma vie, et j'ai envie de te prendre par la main, de te serrer contre moi et dire on va y arriver, vas-y, on y va, mais ensemble, et il n'y a pas de jugement. Voilà, et encore une fois, je mets souvent le projecteur sur moi pour exprimer aux gens, regarde-moi comment j'ai fait, il m'est arrivé une problématique similaire, parce qu'on s'attire entre problématiques. Voilà comment j'ai fait, et c'était pas si compliqué que ça, alors qu'au départ, c'était un mur devant moi, et j'ai réussi à le monter. Et si moi, l'humain que je suis, a réussi à faire ça, je vais te montrer la voie. Je vais le faire avec toi, je t'accompagne. Magnifique, je sais que cette émission va être commentée. Merci beaucoup, Christelle. On va mettre autour de la vidéo tous les liens qui permettent bien sûr de rentrer en contact avec vous. Vous êtes du côté de Laval, vous m'avez dit. Oui. On peut travailler à distance? Bien sûr, oui, beaucoup. Je travaille beaucoup en distance, en visio, oui. En visio. Même effet, même impact, même résultat, évidemment. Oui. Et vous allez pouvoir évidemment partager, commenter. Bon retour à Laval. Merci beaucoup. Faites ça bien qu'on ne soit pas embêté. Et bravo pour tout ce parcours. Merci, et pour tout ce que vous allez permettre à ceux et celles évidemment qui vont prendre contact avec vous, parce que voilà, de temps en temps on a besoin d'un coup de boost comme ça, et de se sentir bien accompagné et bien entouré. Merci de vos commentaires, merci de votre partage, et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut à tous.